Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. On a l'immense honneur et le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Dominique Busseau, le CEO de Forbes France. Bonjour Dominique. Bonjour Roland, merci de me recevoir. Écoute, on est enchanté pour parler aujourd'hui des secrets de l'influence. On a tous envie d'avoir plus d'impact sur le monde qui nous entoure, un impact positif, un impact business, un impact humain. Et aujourd'hui, on va échanger ensemble sur ce qui fait l'influence des grands leaders, ce qui fait l'influence des personnes qui sont mis à l'honneur de Forbes dans l'un des nombreux classements que Forbes publie chaque année. Avant d'entamer cette discussion passionnante, vous êtes tous formidables. La semaine dernière, vous étiez un peu plus de 200 inscrits pour écouter l'une des personnes que Forbes a mis en avant dans son classement 30 Under 30, Maud Caillot. Maud Caillot, qui est la fondatrice de Gringot, une banque qui veut devenir vraiment impactante et qui s'attaque à cet univers financier historique avec beaucoup d'inertie. Et Maud et son équipe sont en train de construire une histoire virale extraordinaire. Vous avez sans doute vu passer ces posts LinkedIn avec cette carte de crédit en bois. Voilà, qui fait fureur dans la génération 25-35. N'hésitez pas à réécouter l'interview passionnante de Maud Caillot sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée en tapant Incentive Maud Caillot. Vous la retrouvez rapidement. Alors, les masterclass de l'excellence commerciale sont organisées grâce au support d'Incentive. Incentive, c'est l'application du Manager Coach. C'est une application qui permet de renforcer l'efficacité commerciale des équipes tout en fidélisant les talents. Incentive est présent aujourd'hui dans une vingtaine de pays, dans 9 langues, et travaille dans des univers aussi différents que la banque, l'assurance, l'industrie ou les technologies. Voilà pour la page de publicité. Notre grand témoin du jour, c'est Dominique. Est-ce que Anouk, tu peux nous faire le portrait de Dominique? Oui, tout à fait. Dominique Busseau, vous êtes un vétéran de l'industrie médiatique ainsi qu'un pionnier de la publication digitale. En effet, dès 1995, après vos études à l'université de Paris-Dauphine, vous commencez à vendre de la publicité en ligne. Vous devenez rapidement directeur de la publicité et du marketing du groupe Presse Informatique IDG, avant d'être nommé managing director de VNU, puis d'EMAP Monadou. Puis en 2007, vous fondez Net Media Europe. C'est une vraie success story comme celle qu'on retrouve aujourd'hui dans les pages de Forbes France. En effet, vous avez fondé Forbes en 2016 en obtenant le contrat de licence de la part du groupe Général. Le projet se matérialise autour d'une revue trimestrielle et d'un site internet. C'est un large succès, comme le montrent les 2 millions de visiteurs mensuels. À l'instar de la gastronomie, vous avez réussi le tour de force de réinventer à la française une recette classique. En plus de reprendre les classements d'entrepreneurs que vous adaptez à la France, vous avez introduit de nouveaux concepts vendeurs tels qu'un classement de l'entrepreneuriat féminin. Forbes France est ainsi devenu une référence en ce qui concerne l'actualité business entrepreneuriale, une vraie vitrine des business models présents et à venir et de l'influence qu'ils représentent à l'échelle mondiale. Dominique Busseau, c'est donc un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Merci à vous. C'est un honneur d'être parmi vous tous également. Alors, bienvenue Dominique. Pour commencer, tu étais au Festival de Cannes. Est-ce que tu peux nous raconter la présence de Forbes au Festival de Cannes? Est-ce que tu en as retenu? Bien évidemment, effectivement, on vient de passer 15 jours à Cannes lors du Festival du film. C'est la 3e année, on a commencé en 2019. Bien évidemment, en 2020, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas de festival. Et c'est la 3e année qu'on est présent. Première année, on était présent, on avait un yacht de près de 60 mètres derrière le palais. Et les 2 dernières années, on avait une villa qu'on a brandée. On a fait un takeover sur une villa. On appelait ça la Villa Forbes. Et on faisait des événements, on va dire des activations avec des partenaires. Principalement avec des entrepreneurs. On avait un premier partenaire qui s'appelle Landquire, c'est un real estate tech. C'est des Français qui sont basés à Miami. On a fait ensuite un événement avec un Under 30 de cette année, Richard qui s'occupe de la société Ayrton, qui fait des clims assez innovantes. On a aussi une société dans le cosmétique qui s'appelle El Rafael. Donc, on a fait des événements, des soirées, des partenaires, une guest list, un mélange d'entrepreneurs, de stars du cinéma, d'acteurs, de producteurs,
de milliardaires, un peu tous ces gens-là qui étaient réunis sous une seule ombrelle, qui était donc la Villa Forbes à Cannes. Alors une manière finalement pour Forbes qui est à la fois qui met en avant les plus grands influenceurs dans l'univers du business et puis une manière aussi de créer une dynamique virale. Est-ce que tu peux nous parler des classements aujourd'hui qui existent chez Forbes? Il y a un certain nombre de marronniers, comme tu me disais tout à l'heure dans notre préparation, et puis des classements que vous faites de façon plus ad hoc en fonction de l'actualité. Quels sont les grands piliers des classements et comment est-ce qu'on mesure l'influence d'une personnalité? Qu'est-ce qui fait qu'on peut arriver dans un classement, Forbes? Alors, effectivement, on a plusieurs classements chez Forbes et on a aussi ce qu'on appelle des palmarès. Alors, au niveau des classements, le grand marronnier annuel, c'est le fameux classement des milliardaires. Quels sont les milliardaires français? Je m'appuie bien évidemment sur la base de données de Forbes US, qui ont une équipe de 15 personnes qui travaillent à plein temps toute l'année pour réaliser ces classements, pour un peu valoriser les fortunes des uns et des autres. Donc, c'est un classement des entrepreneurs qui ont réussi, qui ont bien réussi, parce que comme on sait, tous les entrepreneurs ne réussissent pas malheureusement, mais ceux qui persistent, ceux qui échouent et qui à un moment réussissent, arrivent parfois à se hisser en haut du classement des milliardaires. Donc, c'est chaque année, au mois d'avril, au printemps, on a le fameux classement des milliardaires. Cette année, il y en avait 42, avec en tête de pont un certain Bernard Arnault, qui est numéro 1 français et qui est 3e au niveau mondial, après un certain Elon Musk et Jeff Bezos, Tesla et Amazon. Mais tout le monde doit être au courant. Ensuite, au même moment, on fait notre classement. Alors, ce n'est pas un classement, c'est un palmarès, qui est les 30 under 30, dont Maud Caillot, que vous avez reçu la semaine dernière, a fait partie il y a 1 an. Donc, chaque année, on a une édition, on a 30 jeunes de moins de 30 ans qui entreprennent et qui font rayonner la France à l'international. Donc, on en sélectionne 30. Et lorsqu'on fait notre appel à candidature, on a à peu près 350 à 400 qui postulent, on en retient 30. Il y a un jury qui est là et qui mesure à la fois leur influence, à la fois leur impact dans le monde dans lequel nous vivons et aussi leur innovation, on va dire, entrepreneuriale et managériale. Le jury est composé à peu près toujours de 6 personnes. C'est des gens du monde de l'industrie, du business, de la mode, et ces gens-là votent et on arrive à ce palmarès-là. On est en train de travailler au même moment où je vous parle sur le prochain numéro de Forbes qui sortira début juillet. Et là, ce sont les 40 femmes Forbes. Donc, une fois par an, on fait un palmarès des 40 femmes Forbes qui comptent. Encore une fois, pareil, dans le monde de l'entrepreneuriat et dans le monde en général, économique, business, mais aussi le monde sociétal. Ce sont des femmes qui font bouger les lignes, qui se démarquent, qui ont un mode de management aussi différent et qui également, elles, font rayonner la France à l'international. Et l'année dernière, on a innové avec un nouveau palmarès, c'était le palmarès des marques de luxe françaises. Et comme vous le savez, la France est le berceau du luxe. La France a un grand savoir-faire au niveau du luxe en France, donc on a fait ce classement-là. Et ponctuellement, on fait d'autres classements. Et donc, on va le refaire cette année, donc dans le numéro au mois de juillet, c'est un classement sur les avocats d'affaires. Et pour une fois, comment est fait notre palmarès, notre classement sur les avocats d'affaires? Ce n'est pas un jury qui va le faire. On va aller voir les directeurs financiers juridiques du groupe du CAC 40 et c'est eux-mêmes qui vont définir quels sont les cabinets qui comptent en la matière. Merveilleux. Alors, est-ce qu'on peut prendre un pas de recul et est-ce que tu peux nous éclairer sur ce que c'est que l'influence, hein, et peut-être pour aborder ce sujet, quels sont les critères qui sont utilisés, que vous utilisez avec le jury pour promouvoir une personnalité? Est-ce que ces critères sont figés? Est-ce qu'ils évoluent dans le temps? Alors, l'influence, c'est très vaste parce que ça dépend de quoi on parle. Alors, nous, on parle plutôt de l'influence dans le milieu du business. Et l'influence dans le milieu du business, ce n'est pas celui qui a le plus de followers sur Instagram, Facebook ou autre. C'est plutôt ceux qui marquent un secteur d'activité, ceux qui sont capables de faire bouger les lignes, ceux qui innovent et ceux qui arrivent à se démarquer dans une concurrence qui est de plus en plus, compliquée, que ce soit en France, en Europe ou à une échelle mondiale. Et bien évidemment, au fur et à mesure des années, nos critères évoluent, mais je laisse souvent libre arbitre à nos membres du jury pour faire en sorte qu'ils aient chacun leur approche qui est différente. Ce sont des gens qui viennent de différents horizons et donc ils ont une manière bien à eux qui leur appartient pour juger
et pour donner une note à ces différents candidats qui ont postulé sur notre site Forbes.fr. Donc, moi, les guidelines que je leur donne, c'est donc des gens qui marquent la société, leur secteur d'activité. Ce sont des gens qui sont capables de faire rayonner la France à l'international. Donc, c'est un ensemble de choses qui font qu'au final, on va avoir une note qui va être pondérée et ces gens vont ressortir. Ils ont une manière de manager différente. Ils ont une manière de communiquer qui est aussi différente parce qu'ils peuvent soit communiquer sur LinkedIn, soit communiquer dans la presse, soit faire des talks comme on fait en ce moment. Donc, c'est un ensemble de choses qui fait qu'in fine, on arrive à une note globale qui fait qu'on est capable de démarquer certaines personnes. D'accord, donc marquer la société, participer au rayonnement de la France à l'international, avoir une communication différenciée, un mode de management différencié. Voilà, certains des critères que vous retenez, c'est ça? Tout à fait. Et alors si on parle des 40 femmes Forbes, je crois que le jury va se réunir bientôt pour les élire. Là, est-ce qu'il y a des critères spécifiques pour mettre en avant des femmes qui représentent le mieux l'esprit français d'entrepreneuriat? Est-ce que pour ce classement spécifique, il y a des critères particuliers? En fait, ce qu'on veut vraiment mettre en avant, plus que des femmes, entre guillemets, influentes, parce que le mot peut être souvent galvaudé, ce sont des femmes inspirantes, j'aurais tendance à dire. Comme on peut le voir dans nos précédents palmarès des 4 dernières années, ça va des entrepreneurs à des spationautes, on a eu Claudie Ignoré, à des actrices, à des sportifs, à des anciennes sportives reconverties dans l'entrepreneuriat. Donc, ce sont plutôt des femmes inspirantes qui ont un parcours qui est aussi inspirant, parfois atypique, parfois sans diplôme, mais qui ont réussi à la force, au courage et à la persévérance à faire leur trou, à se positionner et à amener avec derrière eux des équipes et des marchés. Alors, au fil des années, on voit des profils différents apparaître. Est-ce que finalement ces critères suivent les évolutions sociétales? Qu'est-ce que tu as pu observer année après année dans les types de profils qui étaient mis en avant, sélectionnés par les jurys? Alors, là, on parle à l'instant des 40 femmes Forbes. En fait, ce qui se passe, c'est que pour la partie des 30 under 30, c'est beaucoup plus marquant. Et effectivement, on peut remarquer que les jeunes entrepreneurs sont là quelque part, et la plupart d'entre eux, pour faire du bien à notre planète. Ils ont vraiment une vraie conscience écologique. On parle encore une fois de Maud Caillot de Gringot, qui a sa carte de crédit en bois et qui essaye de faire une banque avec des émissions carbone le plus bas possible. C'est un exemple parmi tant d'autres. Soit au niveau donc bienveillance au niveau de notre planète, bienveillance aussi au niveau de leurs équipes salariales, bienveillance donc dans le cadre du management, bienveillance aussi au niveau de la société. Donc, ce mot bienveillance est un socle commun pour l'ensemble de ces entrepreneurs jeunes en devenir ou ceux déjà qui sont déjà réalisés. Mais c'est très intéressant de noter que les jeunes sont beaucoup plus au fait et sont beaucoup plus réactifs en la matière. Alors moi, ce qui me surprend toujours dans ces échanges et dans les classements, c'est que d'un côté, on a l'impression qu'on a des milliardaires qu'on décrit comme des caractères très forts, parfois agressifs, violents. Et puis, d'un autre côté, on a des jeunes entrepreneurs qui sont incroyables dans leur personnalité, dans leur sens de l'écoute, dans leur bienveillance, dans leur envie de changer le monde. Est-ce qu'il n'y a pas finalement un disconnect entre, d'un côté, ceux qui ont réussi et qui sont dans la liste des milliardaires, dont on souligne souvent le caractère compliqué, et puis cette jeune génération qui arrive, qui a envie de changer le monde. Comment est-ce que finalement chez Forbes on s'y retrouve? Qu'est-ce qu'on met en avant finalement? Est-ce qu'on veut mettre en avant la réussite qui a l'air de passer plutôt par un caractère très fort et une volonté d'arriver à tout prix? Et puis de l'autre, on a des entrepreneurs qui ont une personnalité très riche, très attachante.
C'est peut-être un petit peu caricatural ce que tu dis, si je puis me permettre. Bien sûr. Il y a certains milliardaires qui sont fort sympathiques. J'ai eu la chance de côtoyer à de nombreuses reprises. Je pourrais citer Moed Altrad, qui est sur la couverture du dernier numéro, qui est charmant, qui est très doux, qui travaille seul, sans assistante, et qui n'a pas du tout ce caractère trempé dont tu viens de faire le portrait chinois du milliardaire type. Alors, il y en a effectivement qui sont un peu plus compliqués à aborder, clairement, mais il y en a quand même un certain nombre qui se sont faits par eux-mêmes. Moed Altrad, c'est pratiquement 50 ans d'achat, de rachat d'entreprises, d'innovation dans le monde de la rénovation de sites critiques, dont les centrales nucléaires. Et cette personne-là est une personne adorable qui a beaucoup persévéré pour y arriver, qui s'est bien entouré, qui fait lui rayonner la France à l'international puisqu'il est présent à 50-80 pays. Donc voilà. Alors effectivement, il y a les jeunes, ils sont nouveaux, on va dire, ils sont peut-être des fois un petit peu, pas ignorants, mais un peu crédules. C'est une force et à la fois une faiblesse, mais c'est important au début, quand on démarre dans le monde de l'entrepreneuriat, d'avoir des rêves, de croire en ses rêves. Et puis après, peut-être qu'après avoir échoué un petit peu, on a le cuir qui se renforce et puis peut-être qu'on devient un petit peu plus compliqué. Mais quoi qu'il en soit, pour être entrepreneur et pour réussir, il faut malgré tout avoir une certaine dose de bienveillance, sinon in fine, ça ne fonctionne pas. Enfin, c'est mon ressenti. Alors on a notre audience, notre communauté, ce sont des directeurs commerciaux, des managers commerciaux. Quels conseils pragmatiques on peut leur donner aujourd'hui pour commencer à construire leur influence au-delà de multiplier les contacts sur LinkedIn et de poster des chats qui jouent sur Instagram. Comment est-ce qu'on construit de façon plus sérieuse, plus structurée son influence pour peut-être un jour avoir l'honneur et le plaisir de figurer parmi l'un des nombreux classements de Forbes? Alors, avant tout, l'influence, même au XXIe siècle, ça se passe dans le monde physique, j'aurais tendance à dire. Donc, c'est participer à des événements, aller à des dîners, des séminaires, rencontrer des gens, voyager, comme je dis, aller dans des salons, des conférences, que ce soit en France, à l'étranger. Ça, c'est la base de la base. Parce que toute chose commence dans le monde physique. Alors, effectivement, maintenant, il y a le monde digital. Donc, on peut participer à des webinaires comme c'est notre cas aujourd'hui. On peut aller s'informer sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, j'en passe et des meilleurs. Et il faut aussi ne pas hésiter à soi-même essayer de monter des mini-conférences, de faire des déjeuners, des dîners inspirants, des petits déjeuners. Si on a une société, essayer d'avoir une sorte de petit écosystème autour de soi qui permet d'avoir des gens qui seront des relais d'opinion pour vous. Donc, c'est une chose qui se bâtit petit à petit. Il ne faut pas vouloir brûler les étapes. Il faut avoir un socle, j'aurais tendance à dire, de personnes qui vous sont chères, qui vous suivent et qui croient en vous et qui vous font confiance pour ensuite construire, et puis après se développer d'une manière un peu plus organique, à la fois en France tant qu'à l'international. Alors, Forbes, qui est maintenant un magazine très influent, tu en as racheté les droits, c'est une société américaine, Forbes France. Comment se sont passés les débuts de Forbes France et comment tu as réussi à construire ce business qui est maintenant florissant et qui se développe avec, tu vas nous en parler, j'espère, la sortie d'un nouveau magazine d'ici quelques jours. Comment se sont passés les débuts de Forbes France? Est-ce que tu peux nous raconter ton aventure entrepreneuriale? Bien sûr. Alors, effectivement, les débuts de Forbes France, c'était moi à New York, dans le bureau du président de Forbes, en lui disant Forbes est présent dans 38 pays et pas en France. C'est un gros trou sur votre map internationale. Il faut le lancer en France très vite avec moi et avec personne d'autre. Donc, c'est un peu au culot. C'est une approche comme une autre. Et au bout de quelques semaines, voire quelques mois de négociations, de discussions et de rencontres avec les différents vice-présidents du groupe Forbes aux États-Unis, j'ai réussi à les convaincre de lancer Forbes en France. Et je l'ai fait de manière un peu originale parce que je leur ai dit, écoutez, on est au XXIe siècle,
on ne va pas lancer un mensuel sur l'économie et ensuite une déclinaison web. On va d'abord faire un lancement web first, ensuite une déclinaison avec un book magazine, un trimestriel sur l'économie. Ça aura plutôt bien plu. Mon approche entrepreneuriale par un magazine sur l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça que l'aventure Forbes a débuté fin 2016. Et alors aujourd'hui, Forbes, quels sont les projets de développement et notamment, tu m'as parlé d'un nouveau magazine qui sort très prochainement? Alors Forbes aujourd'hui, donc c'est, comme le disait tout à l'heure Anouk, c'est 2 millions de visiteurs uniques par mois sur Forbes.fr. C'est un magazine tiré à 100 000 exemplaires tous les 3 mois, avec des couvertures impactantes, des palmarès qu'on déploie, des nouveaux palmarès à venir, et c'est aussi un gros développement autour de la partie événementielle. Donc, on avait la Villa Forbes à Cannes il y a quelques semaines, et on a d'autres événements prévus sur la green economy, sur la philanthropie, et puis nos marronniers. Donc, fin septembre, on a notre événement Sortie Under Sortie qui réunit les talents de demain, ainsi que les alumni de ces Under Sortie. Donc, ça fait de belles communautés. Et au mois de novembre, on aura nos 40 femmes Forbes qu'on réunit chaque année avec quelques talks très, très inspirants. Et, comme tu l'as indiqué, fort de cette réussite éditoriale, on a décidé de lancer un petit frère. Donc, il y aura un nouveau-né lancé par le même éditeur que Forbes, 370 Media. On va lancer un magazine qui s'appelle Onirique sur le luxe, l'art et la volupté, qui sera en kiosque dès le 23 juin. Pour mettre en lumière l'excellence française, le savoir-faire français sur tous les métiers du luxe et de l'artisanat. Magnifique. Alors, moi, j'ai le plaisir d'être administrateur d'un groupe qui s'appelle Décuple, qui est le leader de la distribution de presse en France, qui s'appelait ADL Partner avant. C'était France Abonnement, les petits timbres qu'on recevait chez soi avec des bons de réduction, ou les courriers qu'on reçoit d'American Express ou de LCL, disant la direction financière d'American Express a négocié pour vous des abonnements de presse à prix préférentiel. Et donc, je suis d'assez près, depuis une dizaine d'années, l'évolution du marché de la presse. C'est un marché qui est compliqué. Comment est-ce que Forbes réussit à fidéliser ses clients avec ce mix média, presse, événements web? Quelle est la recette magique? Et est-ce qu'il y a des leçons à tirer de ces années d'expérience dans le développement de Forbes que tu pourrais partager avec nos auditeurs? Alors, je ne sais pas si c'est une recette magique. En tous les cas, il y a un travail de chaque instant. Et il y a surtout une volonté de faire les choses, on va dire, différemment. C'est-à-dire, quand vous prenez Forbes en main, alors c'est un beau pavé de près de 200 pages. Il ne se lit pas en 5 minutes parce qu'on a beaucoup de contenu froid, des enquêtes, des dossiers à forte valeur ajoutée. Et surtout, on met en lumière des personnalités, des gens que vous n'allez pas forcément retrouver ailleurs. Et c'est cette richesse, je pense, dans la curation éditoriale qui fait notre différence, qui fait en sorte qu'on a des couvertures impactantes, des sujets impactants, qui fait en sorte que les gens reviennent en kiosque acheter tous les 3 mois Forbes ou que les gens s'abonnent à Forbes. On veut vraiment montrer que la France est un écosystème entrepreneurial qui bouge, qui est innovant. Ça ne se passe pas uniquement à Paris, mais aussi dans nos provinces. Et le fait de mêler un peu tout ça, les différents secteurs d'activité, font qu'on arrive à avoir un bon melting pot d'entrepreneurs qui innovent, qui sont français et qui ont soif de réussir. Voilà. Et alors, comment est-ce que ce mix média s'articule? Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur la croissance de Forbes et où est-ce que se situe la croissance aujourd'hui? Sur quel type de médias se situe la croissance ou les ambitions de Forbes? Pour le moment, on est calé sur un tirage de 100 000 exemplaires par numéro. Une partie de la diffusion est ce que j'appelle une diffusion qualifiée, donc qui est mise dans des business conférences, dans des palaces, dans des lieux, dans des carrefours d'audience où il y a des gens qui se retrouvent en termes d'entrepreneuriat. L'autre partie est en kiosque. Alors, on n'hésite pas à faire la promotion des fois en d'autres kiosques ou dans des relais H qui sont les endroits clés pour nous des gens qui voyagent pour acheter le magazine. Le site continue sa croissance. On continue également notre croissance sur les réseaux sociaux. Et à force, on est en train de bâtir un bel écosystème où, quand on organise des événements, on sait qu'on va piocher dans nos différents palmarès d'entrepreneurs, de milliardaires, d'honneurs sortis, de femmes fortes, qui vont se joindre à nous. Et ces gens-là sont des super relais d'opinion dont je parlais tout à l'heure. Par exemple, quand on a fait notre événement Under Sortie en novembre dernier,
on a eu plus de 3 millions de reach sur LinkedIn parce que l'ensemble des Under 30 ont repartagé ce qu'ils ont fait lors de cette journée-là. On a eu la même chose qui s'est passée au mois de mars avec nos 40 femmes Forbes. Je crois qu'on a eu même 3 ou 4 millions de reach sur LinkedIn, rien qu'avec les femmes qui ont partagé leur émotion, leurs trophées et les talks qui ont été faits pendant ces événements-là. Donc finalement, c'est un business très, très humain. Tu disais, j'ai beaucoup aimé l'influence, c'est d'abord du physique, des rapports réels avec des vrais gens. Finalement, on est dans un média, mais dans un média qui prend corps, qui prend chair dans les personnes que vous mettez en avant. Oui, je pense que le contact humain, le face-to-face, est la chose la plus importante à la base. Alors après, quand l'écosystème devient imposant, c'est un peu plus compliqué. Quand c'est 200, 300, 500, 800 personnes, ça va. Quand c'est des dizaines de milliers de personnes, ça devient un peu plus compliqué. Et là, on doit donc faire appel au monde digital. Peut-être une dernière question. Si tu avais un conseil à donner à des leaders aujourd'hui, qui peuvent être des leaders déjà affirmés, qui ont une belle carrière et qui veulent développer leur influence autour de leur écosystème, ou des jeunes leaders, des jeunes entrepreneurs, quels sont les conseils que tu pourrais leur donner au vu de tous les exemples extraordinaires que tu côtoies tous les jours dans les personnalités qui sont mises en avant dans Forbes? Quels sont les conseils pragmatiques, avec l'idée que lundi ou mardi, on puisse mettre en œuvre chacun de notre côté ces conseils pour avancer vers une nomination au Forbes d'ici quelques années? Il y aurait deux qualités qui sont importantes, ou deux choses à faire. C'est l'agilité. On est dans un monde qui bouge, qui se transforme tous les jours. On vient de vivre 2 années compliquées avec le Covid, et il y a un certain nombre d'entreprises qui se sont fortement déployées justement pendant ces 24 derniers mois. Parce que le jour J, le 16 mars 2020, ils se sont dit on va pas rester les bras ballants, on va prendre ça plutôt comme une opportunité. Ils ont essayé de faire évoluer leur marché de manière différente, d'aller sur le digital à 100%, de faire des choses innovantes, impactantes. Donc ça, c'est important. Et puis aussi, ce que j'entends dire, c'est le pragmatisme. On a beau être un leader avec 30 ans d'expérience, il faut être pragmatique. Et en tant que leader, c'est important de soi-même montrer l'exemple et de se retrousser les manches de sa chemise et d'aller sur le terrain et d'aller voir soit ses salariés, soit ses partenaires commerciaux, soit ses fournisseurs, un peu tout le monde, pour montrer l'exemple et vraiment essayer, d'une manière ou d'une autre, d'inspirer et de faire en sorte que les gens font confiance. Et à partir de là, si on arrive à réunir ces 3 éléments, je pense qu'on arrive à faire des choses assez intéressantes. Agilité, pragmatisme et confiance. Un immense merci, Dominique, pour cet échange très inspirant. Quelques suggestions de contenu pour aller plus loin. Psychologie des foules de Gustave Le Bon, un ouvrage absolument passionnant sur l'influence et la psychologie des foules. Sur YouTube, une vidéo sur comment se construit la liste 2022 des 50 FinTech, une sorte de regard interne sur la constitution d'un classement Forbes. Ensuite, leçon de leadership, How to Network Your Way to Success. Également une vidéo Forbes disponible sur YouTube. Et puis un épisode d'un podcast de Double Dose où tu es intervenu. Avec chaque petit rien, on peut faire de grandes choses. Voilà, vous avez le lien directement sur la présentation. Voilà, moi je retiens vraiment beaucoup de choses. L'influence, c'est d'abord des rapports humains, animer sa communauté, saisir l'opportunité, l'agilité, le pragmatisme, construire la confiance.
Voilà des beaux conseils qu'on va pouvoir mettre en œuvre la semaine prochaine. Où on recevra Jean-Pierre Lanzetti. Jean-Pierre Lanzetti, c'est l'ancien patron DG France d'Adecco Group. Il était CEO d'Elior, il était DG de Casino Proximité, président de Spar. Il viendra partager avec nous comment faire de ces managers des leaders. Comment faire de ces managers des leaders. Ne manquez pas cette masterclass avec Jean-Pierre Lanzetti jeudi prochain à 11h30. Et si tu as encore quelques minutes avec nous, on sera ravis de prendre les questions de nos auditeurs. Je sais que ton agenda est très très chargé avec la sortie de Oniric dans quelques jours. Si tu as encore 10 minutes avec nous, on sera ravis de te garder. Avec grand plaisir. Donc, vous pouvez poser vos questions directement sur la plateforme. Anouk, est-ce qu'on a déjà des questions de nos éditeurs? Oui. Que pensez-vous de l'influence émergente des youtubeurs, streamers sur Twitch qui réunissent plusieurs dizaines de milliers de personnes en live? Alors, c'est un phénomène qu'on ne peut pas négliger. Je le vois avec mes enfants, ils sont influencés par ces nouveaux, on va dire, producteurs de contenu. Alors, bien sûr, il y a à boire et à manger dans tout cela, mais je pense qu'il y en a certains qui réussissent, qui ont du talent. Ils sont à suivre et je pense qu'ils sauront transformer cet essai digital dans un essai dans le monde réel, dans la vraie vie. Donc, on va dire que c'est un bon Star Academy du business. Bien sûr, tout le monde ne va pas réussir, tout le monde ne finirait pas en bonne place. En tous les cas, c'est une manière comme une autre de pouvoir s'en sortir et pouvoir entreprendre in fine. Voyez-vous les effets de la perte de popularité de la presse papier? Par exemple, les points de vente et kiosques se réduisent. Est-ce une menace pour vous? Comment pensez-vous le gérer dans le futur? Alors, nous, on a commencé donc, avec la version papier de Forbes en 2017, où déjà, il y avait, on va dire, une forte chute des ventes en kiosque, parce que les kiosques disparaissent, les gens veulent du digital et autres. Et moi, j'ai plutôt une tendance inverse récemment en 5 ans, où le magazine continue à s'étoffer en termes de lectorat, à se vendre de mieux en mieux. Et comme je disais tout à l'heure, il faut aussi aller vers l'excellence éditoriale, faire des choses différenciantes. Et vous pouvez regarder autour de vous, il y a un certain nombre de groupes médias ou de titres médias qui ont augmenté ces 5 dernières années. C'est parce qu'ils ont su se renouveler, ils ont su faire une proposition intéressante aux lecteurs. Il y aura toujours de la place pour de la lecture de magazines papier, ça c'est clair. Prévoyez-vous des classements liés au développement durable? Tout à l'heure, j'ai parlé qu'on allait faire un événement sur la green economy. Donc, effectivement, on veut parler des acteurs de la green economy. On est en train de mettre en place le classement pour les prochains mois. Donc, oui, c'est le cas. Où situez-vous l'influence de Forbes France dans le monde par rapport à la firme Forbes? Qu'est-ce qui fait la spécificité française? Moi, j'ai rien inventé, hein. J'ai repris l'ADN de Forbes en France. J'ai le droit, pour tout vous dire, de reprendre l'ensemble du contenu éditorial de Forbes aux États-Unis, mais dans chaque magazine Forbes que vous pourrez acheter en kiosque, 100% du contenu est fabriqué en France. C'est-à-dire que je parle de l'écosystème entrepreneurial français. Parler d'un entrepreneur au Texan, je ne pense pas que ça intéresse grand monde, à part de parler bien évidemment de grands leaders mondiaux, ça peut être un Bill Gates à l'époque, un Elon Musk, un Jeff Bezos, mais je veux parler de l'excellence entrepreneuriale française. Et c'est ce qui fait la réussite, je pense, du magazine en France. Ne serait-ce pas une bonne idée de faire une communauté d'alumni Forbes, en faire des jurys, des palmarès internes, des projets communs? C'est ce que j'ai plus ou moins commencé à monter en début d'année, puisque les gens qui venaient à mes événements dirent le prochain événement de sortie, je veux y être. Le prochain événement 45 ans, je veux y être. Donc maintenant, par principe, je vais inviter à tous nos prochains événements les alumni de chaque palmarès. D'accord. Bonjour Dominique, en procédant au classement des managers influents et inspirants ainsi que des personnalités exceptionnelles du monde du business, quelle serait selon vous la valeur ajoutée de ces classements et des résultats qui en découlent? Vous pouvez répéter, je ne sais pas si on a bien tout compris. En procédant au classement des managers influents et inspirants ainsi que des personnalités exceptionnelles du monde du business, quelle serait selon vous la valeur ajoutée de ces classements et des résultats qui en découlent? Je ne suis pas sûr de 100% bien comprendre la question. Ce que je peux vous dire, c'est que quand on a un under 30, par exemple, dès qu'ils sont under 30, pour eux, c'est un vrai label. C'est une vraie réussite. Et sur leur LinkedIn, ils mettent direct Forbes under 30.
Et souvent, alors que ce soit pour un palmarès ou même un simple article sur notre site Internet, ça crédibilise l'entreprise et ça leur permet d'aller voir, par exemple, des financiers et d'accélérer leur levée de fonds. Donc, c'est un vrai gage de confiance et de compétence que d'apparaître dans Forbes, à la fois de manière éditoriale ou à la fois sur un classement ou un palmarès. Pour vos classements, je comprends que vos critères puissent être subjectifs. Avez-vous des mécontents? Quel est votre taux d'erreur? Comme chaque classement, sauf le classement des milliardaires, qui est un classement purement objectif basé sur des critères financiers et chiffrés, il y a toujours de l'humain qui intervient. Donc, selon l'humeur de différents membres du jury, c'est pour ça que je ne suis pas mono-jury moi-même. Je m'entoure de 5, 6, 7 personnes d'horizons divers pour faire en sorte que l'ensemble soit assez cohérent. Alors, bien sûr, il y aura toujours des mécontents. Oui, mais moi, je le méritais, je n'y suis pas. Bah, peut-être l'année prochaine. Vous avez parlé de la culture de l'échec, notamment présent dans le monde anglo-saxon. Comment faire évoluer cela en France, où l'échec est souvent perçu comme rédhibitoire? Alors, effectivement, j'en parle souvent, je dis échouez, 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 échouez une dizaine de fois, un jour vous réussirez. En France, l'échec est mal vu, alors qu'aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, on va dire, c'est un atout. Avoir dans un CV un échec, ça veut dire qu'on est, on est censé avoir appris de son échec, et c'est un plus pour les recruteurs. Donc, j'essaie de l'inculquer quand j'interviewe les gens, quand j'interviens moi-même dans des conférences pour dire l'échec, c'est un atout, l'échec, c'est humain. On est tous des humains. Et si vous n'échouez pas, vous aurez plus de mal à aller vraiment vers la vraie réussite. Combien de personnes constituent le jury pour les différentes palmarès? Alors, c'est à peu près entre 5 et 8 personnes selon les palmarès. Alors, dernière question. Vous décriviez dans Stratégie votre vision comme disruptive. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, ce qu'il a mis en avant dans Stratégie, c'était, il parlait de l'ambassadeur. C'est que je parlais tout à l'heure de l'humain, du monde réel. Je pense que c'est important d'humaniser une marque, quelle qu'elle soit. Moi, j'ai pris le parti pris très tôt, quand j'ai lancé Forbes, de me mettre en avant pour parler du magazine en tant que média entrepreneur, d'apparaître sur les réseaux sociaux avec le magazine devant moi pour montrer qu'il y a quelqu'un, il y a une équipe derrière le magazine Forbes. Et je pense que c'est important d'être le premier ambassadeur de sa marque. Si on n'est pas le premier ambassadeur de sa marque, ça ne va pas fonctionner honnêtement. Merci beaucoup. Merci Dominique. On a deux questions qu'on pose à tous nos invités prestigieux dans les masterclass d'excellence commerciale. La première, c'est est-ce que tu peux nous parler de ta plus belle expérience de management? Alors, ma plus belle expérience de management, c'est justement un échec. C'était il y a plus d'une dizaine d'années. J'étais en liste pour être, j'étais dans une shortlist, il restait que 2 personnes pour être le directeur général de Google en France. Je suis arrivé en Allemagne au siège de Google Europe avec un costume vert assez différent, assez exotique comme couleur. Et je me dis, Google, c'est une société qui innove, qui aime faire les choses un peu différemment et tout. Et le feedback que j'ai eu après, c'est que son costume nous a vraiment pas plu, il était trop différent, donc on l'a pas pris. Une leçon comme une autre. Une leçon comme une autre. Et une phrase qui t'inspire? Ou une citation qui t'inspire? Désolé, je l'ai dit, j'ai fait un reveal il y a quelques minutes, c'est échouer, 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 parce qu'un jour, vous réussirez. Échouer, échouer, échouer. Un jour, vous réussirez. C'est ce qu'on souhaite, ce qu'on vous souhaite à tous, vous qui êtes derrière vos écrans à nous écouter. Un immense merci. C'était un entretien passionnant, Dominique. On retient beaucoup de choses, mais avant tout que l'influence est humain. On a eu la chance de t'avoir avec nous pendant ces 40 minutes. Merci à vous. On va se précipiter dans nos kiosques pour acheter le prochain numéro de Forbes avec les 40 femmes qui comptent en France. Et puis, on a hâte de découvrir le nouveau magazine Onirique qui sort. Quand est-ce qu'on pourra se le procurer dans les kiosques, Onirique? Le 23 juin chez vos marchands de journaux en kiosque. 23 juin, notez ça dans vos tablettes, 23 juin. Vous pouvez déjà aller sur le compte Instagram qui fait quelques reveals, qui est Onirique, ONIRIQ_France sur Instagram. Merveilleux, merveilleux. Merci beaucoup Dominique et on vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine pour écouter Jean-Pierre Lanzetti faire de vos managers des leaders. Merci à tous, bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir.